Mardi 22 mars 2022, il y a 22 qui se répètent. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le magazine, pas le magazine d'information, actualité en débat. Aujourd'hui, mardi, c'est l'actualité en débat. Nous partageons ce plateau aujourd'hui avec deux confrères. Germain Pouli, le directeur de publication du journal Togo Réveil, et Fousseï Yao, le directeur du site afriqueenligne.com. Et comme sujet, nous évoquerons la grève du syndicat des enseignants du Togo, le bras de fer entre la DMK et le ministre de l'administration territoriale, et on va terminer avec la une du journal Togo Réveil. Bien, Germain, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs de Sport 47. Poussa, bonjour. Bonjour Anita et salut à tous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Bien, grève du syndicat des enseignants du Togo, c'est les 24 et 25 prochains. C'est vrai, entre-temps, le ministre de la fonction publique a fait une sortie, mais la grève est maintenue malgré la mise en garde. Et Germain, dites-nous, on va encore vers un nouveau bras de fer entre enseignants et autorités? Oui, on pourrait le dire ainsi. Parce qu'on sait ce que ça donne, les enseignants. Oui, c'est l'impression que ça donne qu'il va avoir peut-être un bras de fer, mais je pense que les réalités sont tout autres. On attendra de voir effectivement si ces grèves auront lieu, si elles seront suivies, parce que le mot d'ordre est maintenu malgré toutes les clarifications apportées par le ministre de la fonction publique, également par le ministre des enseignements primaire et secondaire, qui ont mis en place un cadre de concertation depuis des années et qui fonctionne assez bien et qui fait qu'on n'assiste pas trop à des remous dans le milieu scolaire au Togo, parce qu'évidemment des efforts ont été faits pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, et puis pour ce qui reste à faire, parce qu'évidemment aussi l'État n'a pas tout fait. Il y a des besoins, il y a des préoccupations réelles sur lesquelles l'État voudrait plutôt qu'on mette en priorité le dialogue et la concertation. Je crois que c'est avec ça qu'on obtient beaucoup plus de choses. Il ne sert à rien d'engager un bras de fer, surtout que il y a eu quand même cet accord-là qui a eu lieu récemment entre le gouvernement et le monde de l'éducation, à savoir les syndicats et tous les autres partenaires, notamment les parents d'élèves, et où on voit quand même que la volonté y est et les moyens aussi sont mis pour satisfaire ces enseignants-là. Maintenant, il y a de nouvelles revendications qui arrivent avec ces 2 jours de grève qui sont programmés. Bien sûr, je rappelle ces revendications-là, puisque nous avons eu la chance d'avoir sur ce plateau le secrétaire général adjoint. Il parle de primes de logement, de primes d'éloignement, de primes de mutation inter- et extra-régionale. Il parle également de recrutement des enseignants volontaires ayant fait au moins 3 ans dans un établissement public, et puis de considération de l'autorité envers les enseignants. Oui, bon voilà, c'est ce qu'il a eu à nous énumérer sur ce plateau. Ce sont de nouvelles revendications, étant entendu aussi qu'il y a quand même au passage un code de bonne conduite qui a été édicté et que les enseignants sont tenus de respecter. En plus donc de ce cadre-là et des efforts déjà faits par le gouvernement. Maintenant, ces autres revendications, on pourrait dire qu'elles sont légitimes, parce que quand vous êtes employé, vous allez toujours demander, surtout que vous pensez que l'employeur peut satisfaire, mais en même temps, il faut être honnête et reconnaître qu'aujourd'hui, les enseignants ont les meilleurs salaires dans la fonction publique. Ce sont ceux-là qui ont plus profité des efforts d'amélioration des conditions de vie et de travail donc fournis par le gouvernement, et que, continuer pas à exiger, ce sont leurs droits,
Mais en même temps, je pense qu'il faut tenir compte de ces efforts-là et tenir compte aussi des autres préoccupations qui ne rentrent pas directement dans la poche des enseignants. Aujourd'hui, il y a des bâtiments à construire, il y a des recrutements à faire, il y a des enseignants volontaires aussi qui sont aujourd'hui assez nombreux et qui fournissent pratiquement le même travail que les autres enseignants qui ne sont pas du tout bien payés. Il faut revoir ces situations-là et donc je pense que continuer par exiger des primes et de l'argent pour soi alors qu'à côté il y a des problèmes réels que le gouvernement aussi doit régler, ça ne fait pas trop bien aujourd'hui. Vous voyez, la tendance est que l'opinion en général n'est plus très favorable à ces remous dans le monde scolaire. Les uns et les autres ont envie que les enfants aillent à l'école convenablement, surtout fonctionnaires ne sont surtout plus dans le tellement public, d'accord. surtout dans le public, parce que là on sent que les enseignants sont les fonctionnaires les mieux payés. Donc, vous ne verrez pas aujourd'hui, il n'y a pas cette solidarité autour de leurs revendications, mais c'est leur droit de continuer par revendiquer, sauf que mettre en avant la grève, quand on revient à l'argument du ministre, qui estime d'abord que ce n'est pas un syndicat qui existe légalement, même si sur ce point, les syndicalistes contestent et estiment avoir une légalité, ils n'ont pas encore prouvé cette légalité-là, et à supposer même qu'ils aient cette légalité-là, la loi dit aujourd'hui qu'il faut avoir fait au moins un an sur le terrain. On va revenir voilà. Sur cette question de l'égalité de ce syndicat. Toutes ces, j'ai un peu énuméré les primes que revendiquent les syndicalistes du 7. On voit aujourd'hui la situation des enseignants comparativement aux autres travailleurs publics, si on peut le dire ainsi, ou bien aux autres fonctionnaires. Exagération au niveau des enseignants, ou bien ils sont dans leur droit. Bon, dire exagération, moi je dirais pratiquement non. Vous savez ce qui se passe. Moi personnellement, je me demande, quand on additionne l'effectif des enseignants, de nos militaires, de nos médecins et d'autres corps, ça fait à peu près 55 000 hommes, pas même 1% de la population. Maintenant, si les 55 000 se plaignent, donc plus que ça, 55 60 000 maximum. Hein. Plus de 60. Alors, c'est selon quelle étude? Bon, non, c'est parce publié. Que nous n'allons pas avancer les chiffres. Vous pouvez aller vérifier sur Google l'effectif général de la fonction pittoresque. Vous avez vu la date? Hein? Vous avez vu la date? Alors, allez vérifier. Si c'est réactualisé, peut-être, je ne sais pas, mais récemment, je savais que c'est entre 55 et 60 000 hommes. Non, les enseignants seuls dépassent 30 000. Hein. Oui, faites l'effectif des médecins. On va les laisser revenir sur ça en attendant. Maintenant, continue. Si ça ne fait même pas 1% de la population, c'est que l'État devrait normalement recruter davantage dans presque tous les secteurs. Maintenant, si moins d'1%, on n'arrive pas à satisfaire pratiquement toutes les catégories socio-professionnelles, je pense qu'il se pose un problème de gestion. Si l'État, de gestion de l'action publique par le gouvernement, parce que les gens détournent l'argent, ils ne sont pas inquiétés. Il y a des fuites par-ci, par-là, on n'arrête pas les gens. Si on mettait de côté les fonds et qui s'évaporent par-ci, on pourrait mettre mieux à l'aise presque tous les fonctionnaires. En général, lorsque les enseignants montent au créneau pour des revendications, après, ce serait certainement la santé, voire l'armée. Donc, je pense qu'il vaut mieux, soit on recrute davantage, ramener l'effectif de la fonction publique au moins à 5% de la population. En France, ça fait plus de 10%. Au moins, non, oui, parce que je connais très bien, j'ai étudié l'économie française, donc ça fait plus de 10% en France, ici, même pas 1%. Alors, si on peut recruter davantage de population, d'effectifs dans tous les corps, départementaux de l'administration publique, alors si peut-être ils sont mal payés, on comprendrait. Maintenant que
l'effectif n'atteint pas 1% et que les gens se plaignent, c'est qu'il y a des fuites. Donc, c'est qu'il y a des fuites. Parce que même... Non, il faut dire que quand vous prenez l'enseignant togolais en 2010 et l'enseignant togolais aujourd'hui, il y a une nette différence. Écoutez, quand les gens se plaignent, d'abord, il y a une augmentation, une inflation générale aujourd'hui des prix. Depuis 2-3 ans, l'économie togolaise a connu une inflation. Les prix ont nettement augmenté. Les femmes se plaignent, même le bidon d'huile précédemment vendu à 12 000. Alors là ce ne sont pas seulement les enseignants qui en souffrent, c'est toute la population. Tout à fait. Au moins, ils sont encore organisés, ils pensent qu'on doit leur donner beaucoup plus de moyens. Je pense que c'est légitime. Maintenant, il faut que l'État mette en place une politique de gestion rigoureuse. Parce que s'il n'y a... Vous mettez quoi dans gestion rigoureuse? C'est-à-dire qu'il faut contrôler les dépenses publiques. Il y a les fonctionnaires qui détiennent l'argent, qui ne sont jamais inquiétés. Alors, si un journaliste ne soulève pas un petit bobo de détournement quelque part, on ne s'en rendra jamais compte. Mais il y a des détournements. Alors, si on rassemblait tous ces fonds qui s'évaporent, on pouvait facilement mettre à l'aise les enseignants et au-delà les militaires que les médecins. Voyez-vous? Donc c'est une question de gestion a priori. Mais si on laisse cette question de côté et maintenant on va en guerre contre l'enseignant qui se plaint de la vie chère, parce qu'aujourd'hui, si l'enseignant est même mieux payé, avec le coût de la vie, il devient maintenant très mal payé parce qu'il va maintenant débourser plus pour payer ce qu'il payait avant. Voyez-vous? Donc c'est normal qu'il se plaigne. Et aller en guerre contre eux serait mal aussi les comprendre. Donc il faut une gestion rigoureuse et une politique de déflation des coûts. Comme ça, dès lors que les coûts seront déflationnés, il n'y aura plus de raison de manifester. Que si avec le salaire, l'enseignement parvient à s'en sortir, on comprend. Vous savez, ailleurs, il y a ce que nous appelons les postes de dépenses. On les énumère toujours. C'est-à-dire que tous les postes qui génèrent de dépenses, l'eau, l'électricité, le téléphone et tout, on les énumère. Ailleurs, je donne l'exemple de la France, on a jusqu'à 350 postes de dépenses. Maintenant, il y a la piscine, la voiture, le vélo, tout. Oui, ça, c'est le luxe. Non, c'est le luxe. Maintenant, on prend un citoyen. Combien combien on peut payer à quelqu'un pour pouvoir vivre avec le minimum par rapport au coût aussi auquel ces produits sont proposées sur le marché. Donc, on prend un citoyen, on sait qu'il doit consommer de l'eau au moins 100 francs par jour ou 50 francs, ça dépend du ménage, c'est voilà, l'huile, le téléphone, tout, on détermine tout ça et c'est à base de ça qu'on détermine le SMICA payé. Maintenant que le SMICA est à 35 000 francs et que les prix ont nettement augmenté, ça veut dire qu'en principe, est-ce que le pays a assez de moyens pour tout voilà, ça? Il faut agir pour empêcher l'inflation des coûts. Non, l'État, laissez question de on peut, si la gestion était rigoureuse, correcte, si chacun rendait compte, même les maires élus aujourd'hui détournent, vont à la maison avec des fonds qui ne les appartiennent pas. Mais personne n'en parle. Si vous dénoncez, on vous demande d'apporter toutes les preuves, c'est vous qui allez être emprisonné. Donc, si vous dénoncez sans preuve, mais écoutez, on parle de diffamation. Oui, bien sûr, mais il y a quand même un défaut. Le défaut existe, le défaut est toujours notoire. Cependant, on demandera toutes les preuves du monde, la couleur du billet, le numéro du billet importé, etc. Je pense que si la gestion économique togolaise était vraiment rigoureuse et bien saine, on aura suffisamment pour payer presque tout le monde et recruter davantage. Alors, nous avons compris, Germain, il parle de gestion rigoureuse de l'économie. Vous partagez cet avis? Non, mais moi, oui, s'il y a une bonne gestion, il n'y aura pas... Je l'écoutais, je ne sais pas si nous vivons sur la même planète, parce qu'il a cité la France, il a décrit la France. Je lui apprends qu'il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes en France, si tout ce qu'il disait était vrai. Dire qu'on recrute dans la fonction publique, non. Les derniers dirigeants sont en train de réduire drastiquement les effectifs dans la fonction publique en France. Donc, je ne crois pas que la France soit d'ailleurs un bon exemple par rapport à cela. Aujourd'hui, la vie chère, elle est partout. Et quand mon ami dit que les enseignants ont vu leur pouvoir d'achat réduit, ça me pose un gros problème. Parce que d'abord, personnellement, je n'aime plus trop parler des enseignants.
Parce que j'estime que c'est eux qui ont plus Ils sont bénéficié plus choyés. de toutes les augmentations du gouvernement. Les gens ont vu leur salaire multiplié par 3 et par 4. Je ne dis même pas par 2, par 3 et par 4. Vous avez des enseignants au primaire qui gagnent aujourd'hui 500 000. Des enseignants à l'université qui gagnent 3 millions par mois. Donc, je suis désolé quand il parle, je ne sais pas s'il parle de la corporation à laquelle il appartient. Nous aussi, nous éduquons les masses, nous participons à former l'opinion. Quand on parle d'augmentation de salaire et autres, là, on oublie les journalistes. Oui, mais malheureusement. Alors, quand je vois un journaliste défendre l'enseignant qu'il est dans la misère, alors que l'enseignant gagne 4 à 5 fois minimum le salaire du journaliste, je ne sais pas de quoi il parle. Alors, moi, je suis un peu choqué quand j'entends mon confrère défendre les enseignants sur ce terrain-là, soi-disant qu'ils ont vu leur pouvoir d'achat affecté, alors quand nous comparons nos journalistes aux enseignants, je le dis, c'est 4 à 5 fois le salaire du journaliste. Donc arrêtons cela maintenant. C'est leur droit de revendiquer parce qu'ils pensent que leur employeur peut toujours faire des efforts. Donc c'est leur droit. Ça, non. Mais les décrire comme aujourd'hui les parents pauvres du Togo, d'abord, ils sont les effectifs le plus gros dans la fonction publique, plus de 32 000 enseignants. Après viennent les agents de la santé, les militaires et tous ceux qu'il a cités. Et ils ont le meilleur salaire. Vous verrez un enseignant aujourd'hui qui a le même diplôme que quelqu'un qui est dans l'administration. Parfois, il gagne presque le double de son salaire. Il y a eu cette polémique. Mais c'est des réalités et il y a de quoi révolter même les autres fonctionnaires de l'État, parce que l'État les emploie tous. Mais on comprend que l'État s'est engagé dans la promotion de l'éducation. L'État pense qu'un État qui se développe, c'est par l'enseignement, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais l'enseignement, ce n'est pas seulement dans la poche de l'enseignant qu'il faut investir. Aujourd'hui, il faut construire des infrastructures. Il faut recruter encore de nouveaux enseignants parce que il faut les former. Pour avoir des enseignants aptes à la profession, vous pouvez avoir le don d'être enseignant, mais il faut qu'on vous forme aussi pour que vous puissiez bien former les enfants. Donc il y a tout cela là qu'il faut gérer. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de revendiquer, mais le faire comme s'ils sont dans des conditions plus pénibles que les autres. On comprend qu'ils ont un moyen de pression. C'est d'ailleurs ce moyen qui brandissent donc la grève et espérer sortir aussi les élèves. Mais je crois qu'aujourd'hui ça ne marche pas parce que l'État a mis en place un cadre où les discussions sont assez franches, sincères, où les efforts des uns et des autres sont appréciés, où il y a une certaine transparence et qui fait que tous ces acteurs-là se réunissent et discutent de tous ces problèmes. Moi, j'aurais voulu que ce syndicat, qui n'est pas légalement constitué parce qu'il n'a pas encore un an d'existence, même s'il était constitué, même s'il était légalement constitué, il n'a pas un an d'existence pour lancer. Justement, par rapport à ce sujet, est-ce que la loi elle est rétroactive? Puisque quand nous avons discuté avec le secrétaire général adjoint, il nous a dit qu'ils ont déclaré leur syndicat avant la loi du 18 juin 2021. Oui, donc pour eux, c'est un syndicat légal. D'abord, ils l'ont déclaré. Je crois que le ministère de l'administration territoriale n'a pas ce document-là d'abord. Maintenant, il paraîtrait qu'il soit déclaré auprès d'un maire quelque part. Mais non. La loi dit qu'il faut faire cette preuve sur le terrain d'abord, pendant un an. Donc, vous n'allez pas dire que la loi n'est pas rétroactive, donc vous avez créé votre association au moment où on n'avait pas mis cette loi, mais vous lancez la grève au moment où il y a cette loi. La grève n'est pas lancée quand ils ont créé leur association, je pense, ils disent qu'ils l'auraient créée entre mars et avril. Ou mai 2021. S'ils avaient lancé la grève en mai 2021, pour cette année, on pourrait dire, bon, ils ont lancé leur grève avant la loi. Donc on peut dire qu'ils ont lancé au moment où ils avaient le droit de lancer parce que la loi ne disait pas ça. Mais là, ils le lancent au moment où la loi est en vigueur. Donc il faut respecter les lois en vigueur au moment où vous lancez la grève. C'est un faux débat que de dire qu'on l'a créé avant. On ne parle pas de la création. D'abord qui est contesté par le gouvernement qui dit qu'il n'a aucune
aucun document officiel, mais vous lancez votre grève au moment où il y a une loi. C'est comme on vous dit, pour organiser une manifestation, il faut aller déclarer auprès du maire ou du ministre. Et vous dites non, vous avez créé votre association quand il n'y avait pas cette loi sur la manifestation. Donc vous pouvez lancer votre manifestation sans respecter. Non, je crois que c'est un faux débat. Maintenant, c'est clair que c'est un bras de fer que ces enseignants veulent engager, peut-être pour tester, voir si les uns et les autres joignent leurs revendications. On attendra de voir ce que ça donne cette grève-là. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans l'éducation. Tous les Togolais ça n'a pas agir sur l'éducation. Voilà, tous les Togolais ont envie de voir leurs enfants aller à l'école et revenir aujourd'hui. Quand on le fait, et ces enseignants qui le font, c'est les enseignants du public. Maintenant, les enseignants du privé, du confessionnel, qui ne sont même pas dans les mêmes conditions, qui ne sont pas assez bien payés, et ils diront quoi? Non, je pense qu'il faut reverser tout ça dans le cadre et discuter avec le gouvernement. Maintenant, ces enseignants, je crois que c'est des dissidents d'une autre fédération qui veulent aussi avoir leur place au dialogue, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure manière d'avoir sa place dans ce cadre. Il faudrait peut-être suivre les étapes. Écoutez, dites-moi, parlons de l'égalité de cette association, de ce syndicat-là. Si ce syndicat, jusqu'à demain soir, ne dit pas mettre fin à ce mot d'ordre de grève et qu'ils vont en grève, ils ne vont pas tomber sur le coup de la loi. Parce qu'avec le nouveau code, on sait... Oui. Qu'il ne serait pas forcément question de parler du juridisme autour de cette question. Je pense que la meilleure façon, c'est de tenir compte de la plateforme revendicative des enseignants et d'ouvrir au plus vite un dialogue avec les syndicalistes et tout. Mais parler maintenant du juridisme pour dire, bon, écoutez, une loi jurisprudentielle ou bien machin, je pense que là n'est pour moi pas autant la question. C'est de voir si les plateformes... Écoutez, vous réclamez quelque chose, est-ce qu'on peut satisfaire? J'ai suivi à peu près l'évolution du CET. Le CET était né il y a plus d'un an. On a vu comment c'est la dépendance qui a eu lieu lors de leur regroupement. Et ensuite, ils ont entériné une seconde fois leur mouvement. Donc on n'est pas deux fois. Donc, et puis, ce qu'on considère donc leur première naissance, c'est que le CET fait déjà plus d'un an. Donc maintenant, pour autant pour moi, ce n'est pas tant des questions juridiques que des revendications. Mais là, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Votre question est toute la réponse dans un exemple. Dans le fait que... Vous ne faites pas partie du personnel de E47. On dit E47 réclame quelque chose. Et vous voulez réclamer la même chose aussi. Mais non. Juridiquement, vous n'êtes pas ici. Mais non. On fait le même travail, mais vous n'êtes pas ici. Je ne suis pas ici. Moi, je ne réclame pas pour le compte des enseignants. Loin de là. Mais ce que je vois, c'est que, étant journaliste, j'ai eu souvent à couvrir leur sortie. Donc, je me rends compte qu'une première fois, il y a plus d'un an, leur regroupement a été donc dispersé par les militaires. Et par après, il y a quelques mois, et ils se sont donc reconstitués encore une fois. Et j'ai fait un article qui a paru un peu critique à l'époque. J'ai été critiqué par les anciens parce que je parlais un peu à peu près du juridisme. Ils m'ont répondu que non, qu'on n'est pas deux fois. Et que à la première naissance, ils se sont enregistrés comme une association. Donc ils ont suivi la voie de la loi de 1901 relative aux associations. Et là, ils ont dit non, que pour être légal pour un syndicat, c'est la mairie du lieu de résidence qui peut donc entériner donc leur truc. Donc ils se sont donc conformés maintenant à la nouvelle donne en allant se faire encoder au niveau de la mairie du Golfe 2, à ce qu'il paraît. Donc de ce fait, c'est vrai, un syndicat n'est pas une association. Donc la mairie peut valablement... Pour éviter ce qui se passe actuellement, puisque vous êtes un peu proche de ces syndicalistes-là, pour éviter ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi ne pas anticiper sur les événements, c'est-à-dire suivre la loi en vigueur Oui, moi j'aurais aimé, parce que le gouvernement togolais ouvre au plus vite un dialogue avec
enseignants du 7. C'est le dialogue qui peut résoudre tout problème. Donc il faut que très vite on ouvre le dialogue plutôt que de se tourner vers le juridisme qu'on ne sait pas arrêter les gens et troubler la paix civile. Je pense que mieux vaut ouvrir un dialogue parce qu'il y a une plateforme revendicative à satisfaire. Si elles sont légitimes, l'État, s'il s'en rend compte, peut discuter avec les syndicalistes. Ce sont des êtres humains sensibles, ils vont comprendre et ils vont trouver donc des terrains d'entente pour annihiler cette grève avec espoir que les choses vont s'améliorer. Je pense que par le dialogue, on peut tout résoudre. Donc l'État togolais a obligation à aller vers le 7 avec un regard doux pour dire bon, nous vous comprenons ce que vous demandez autant légitime. On n'a pas les moyens, on va les satisfaire petit à petit, faites-nous confiance. Donc, pour que la grève puisse être annihilée. Maintenant, si on se tourne, ou bien on se met dans la peau de faire juridisme, il faut aller arrêter les syndicalistes. Non, vous savez, quand vous arrêtez les syndicalistes, ça va affecter d'autres secteurs syndicaux. Et c'est tout le pays qui risque d'être bouleversé avec ce qu'il y aura comme les enfants dans les rues et même des sommations de gaz, etc. Je pense que le passé est une lumière qui éclaire l'avenir. Donc, pour éviter tout ça, l'État, selon moi, doit dès maintenant ouvrir un dialogue sérieux avec les syndicalistes pour pouvoir essayer quand même de les apaiser et promettre quand même de satisfaire plus ou moins progressivement leurs doléances et puis la paix civile revient. Alors Germain, une dernière question avant qu'on ne passe à la pub. Dites-moi, quand au lendemain du 24 ou du 25, il y a une sanction qui sort, on l'a vu avec les directeurs par le passé, est-ce qu'on va dire que l'autorité est en train d'exagérer? Parce qu'on a vu, nous tous, nous avons critiqué l'autorité, que la sanction, elle a été dure. Non, on espère qu'on n'arrivera pas là, c'est pas souhaitable. Mais vous savez, quand on est dans une société, il faut simplement respecter les règles de cette société. Avant de mener des actions, il faut exister légalement. Donc à la date où on dit qu'ils ont été créés, rappelez-vous qu'à l'époque, les rassemblements étaient interdits. Donc comment ont-ils pu se rassembler pour créer une association alors que les rassemblements pour des raisons sanitaires étaient interdits? Ça déjà, c'est pas compréhensible. Ça veut dire que c'est peu probable qu'il n'y ait pas eu cette assemblée-là, puisque les gens ne devraient pas se réunir pour faire ce genre d'activité. Donc vous voyez, maintenant, au cas où, malgré tout, ils existeraient, mais on dit, vous devez faire un an d'abord. Mais qu'est-ce que ça leur coûte s'ils estiment qu'en avril ou en mai, ils auront un an? Mais qu'ils attendent d'avoir un an et de lancer leur mouvement. Donc je crois qu'il y a des règles à respecter. Et ça sera du désordre si demain, nous, par exemple, on se met à travailler dans des conditions qui ne sont pas prévues par la loi, soi-disant que nous existons, que nous avons la liberté d'expression. Ça va être un grand désordre. L'État est chargé de s'occuper de l'intérêt de tout le monde, en tenant compte aussi des intérêts individuels ou collectifs, sectoriels. Mais en même temps, on ne peut pas vouloir défier l'autorité sur des règles qui existent. Et qu'on vous dit, bon, vous êtes dans votre droit de lancer une grève, mais vous devez exister. Au cas où vous avez la preuve que vous existez, il y a une deuxième exigence, c'est que vous devez avoir fait un an déjà sur le terrain, où vous avez travaillé, on sait que vous êtes représentatif, vous êtes légitime à parler au nom de certains, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas. Alors pourquoi s'entêter à organiser une manifestation dans ces conditions? Même si les conditions étaient remplies, on va aller plus loin. Est-ce qu'on a besoin de ces manifestations pour avoir satisfaction des revendications quand on sait qu'il y a un cadre qui existe déjà et qui prend en compte la plupart de ces questions? Ils ont parlé des enseignants volontaires entre-temps. C'est parce que pendant longtemps,
il ne réclamait rien pour les enseignants volontaires. C'est l'État même qui a pris sur lui, même dans les 5 milliards de gratification exceptionnelle, de faire un geste aussi aux enseignants volontaires. Donc, si moi je pense que, au lieu de dire on nous demande ça, mais intégrer les enseignants volontaires déjà, ça serait une exigence compréhensible et l'État même y pense. L'État aussi veut recruter. Donc je ne crois vraiment pas que ce soit nécessaire d'aller en grève parce que ceux qui en pâtissent, ce sont évidemment nos enfants, à nous tous, et aujourd'hui aucun parent n'a envie de voir son enfant à la maison parce que les enseignants font la grève. Aucun enfant n'a envie de voir son enfant dans les rues parce qu'il a les revendiquer pour les enseignants. Et je crois que depuis un temps, ce cadre fonctionne assez bien et que les enseignants obtiennent une satisfaction partielle de leurs revendications et discutent régulièrement avec le gouvernement sur ce qui reste à faire, qui n'est pas fait. Et ils travaillent ensemble. Pour moi, c'est une belle réussite de concertation et aujourd'hui, on semble rompre un peu ce qui est salué et créer encore des problèmes. Mais je ne pense pas que ça va marcher parce qu'en réalité, la majorité des acteurs du monde syndical est dans ce cadre-là de discussion avec le gouvernement. Et ce ne sont pas les dissidents du CET qui vont fragiliser cette dynamique-là de concertation, de dialogue qui est appréciée, qui fait que depuis quelques années, on n'assiste plus aux grèves à la rentrée, au moment des examens, tout cela. Ce qui fait plaisir en tout cas à tous les Togolais, surtout ceux qui ont des enfants à l'école. Alors, surtout ceux qui ont des enfants dans les établissements publics, parce que quand il y a grève, le privé, les professionnels, eux, ils vont au cours normalement. Eh bien, après le bras de fer entre le ministre de la fonction publique et les enseignants du Togo, nous allons parler de notre bras de fer qui fait bruit depuis quelques jours. C'est entre la DMK et le ministre de l'administration territoriale. Mais nous allons d'abord permettre à nos invités de souffler un peu et on revient. Sous le haut patronage de son Excellence, Madame le Premier ministre, le gouvernement togolais, à travers la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, met progressivement en place une plateforme automatisée des postes de péage pour un franchissement plus fluide et un fonctionnement plus efficace. En plus du paiement classique en espèces, l'automatisation offre deux nouveaux modes aux usagers. Le paiement par carte ou par vignette, avec une possibilité de rechargement par mobile money. Par exemple, pour un paiement par carte, posez la carte sur le lecteur de la borne. La borne émet un signal sonore. Retirez la carte. Prenez le reçu, puis partez. Pour emprunter un couloir automatisé, il faut d'abord faire un abonnement, soit à la direction de la SAFER, à Kakaveli à Lomé, ou par canal numérique sur le www.safer.tg, soit dans l'un des 8 bureaux de la Société des Postes du Togo, et obtenir une carte ou une vignette. La SAFER, au service des usagers de la route. Retour donc en studio avec le bras de fer entre le ministre de l'administration territoriale et la DMK. Apparemment, 2 ans après la dernière présidentielle, la dynamique de Monseigneur Podjo ne compte pas lâcher l'affaire puisque ce regroupement de partis refuse de participer aux discussions du cadre permanent et demande au ministre en charge de l'administration territoriale de régler la crise post-électorale de 2020. Je me tourne vers vous. Est-ce que nous sommes à une étape aujourd'hui où on doit encore parler des élections de 2020 si on sait qu'on a les régionales et les législatives à préparer? Bon, en fait, sans être membre de la DMK, je pense que si à leur niveau, elle pense qu'il faut vider le contentieux électoral né des dernières élections présidentielles. Bon, je pense que ça y va de leur prérogative. Maintenant, il reste maintenant à l'État d'examiner la question et de pouvoir ouvrir également des couloirs de discussion pour amener quand même la DMK à pouvoir intégrer donc les élections futures, donc à venir, à savoir les élections régionales et autres. Maintenant,
moi, ce que je déteste, c'est que lorsque vous mettez de côté un parti représentatif qui est arrivé aux deuxième aux dernières élections, s'il est mis de côté, ce que vous faites n'a pas est toujours Ils ont reçu un courrier et ils ont refusé. Ils ont refusé maintenant. Pourquoi elles ont refusé? Il faut quand même il faut que tout soit clair. Du contentieux post-électoral. Voilà, donc voilà, si aujourd'hui, avec les élections que nous avons en vue, on a encore besoin de parler de ces élections déjà passées là, pourquoi ne pas préparer? Oui, donc écoutez, les élections j'ai vu JPF, Jean-Pierre, marcher pendant pratiquement 4 ans pour réclamer sa victoire. Donc si 2 ans après, la DMK est dans sa logique de réclamation de victoire, c'est une question qu'il faut examiner. Il faut que le pouvoir essaie quand même de discuter 2 ans après avec elle pour comprendre les choses. Parce que il n'est jamais bon. On ne peut pas quand même fermer la porte aux discussions, vous dire l'élection c'est terminé, allez vous foutre ailleurs, etc. Mais non, tant que ce parti est représentatif, parce qu'ils ont obtenu 22%. Donc 22%, c'est important. Et le troisième n'avait que 4%. Donc, si vous laissez de côté 22%, c'est que ce que vous faites manque quand même de tonus. Donc, je pense que le pouvoir a aujourd'hui intérêt. On a des ministres vraiment très conciliateurs, capables de transformer l'eau en vin, d'approcher donc la DMK et de régler le problème qui se pose à ce niveau. Parce que faire une élection maintenant, avec le pouvoir unir seul, n'aurait selon moi pas... il y a d'autres partis de l'opposition qui participent. Quelle opposition? L'ANC est en stand-by, oui. FDR aussi. Non. Partis politiques de l'opposition. Quand on parle de l'opposition, au fait... c'est seulement la DMK et Jean-Pierre. On se tourne vers les ténors. Il y a des partis qui ne rassemblent pas. Vous prenez par exemple le parti mais ils sont à l'Assemblée. De Kagbara, oui, de Kagbara, bien sûr, c'est de l'opposition, mais quel est son poids? Vous prenez le train du militaire, directement, son parti, c'est de l'opposition, mais est-ce que ça rassemble combien d'autres? Donc je pense que la meilleure façon, selon moi, c'est de réussir, si ce n'est qu'un succès, si le pouvoir réussit quand même à mettre, puis que nous sommes tous des Togolais avant tout, ça ne sert à rien de se faire la guerre entre nous, alors qu'après tout on partage le même sol. C'est aujourd'hui de mener une diplomatie qui vise finalement à concilier à la fois la DMK, l'ANC et autres au fait d'aller à une élection incontestable. Voyez-vous. Mais si on veut continuer toujours par des élections contestes, et puis vous ne voulez pas aller, donc foutez-nous la paix, le Togo c'est pour nous, c'est pas pour vous les autres, non, c'est pas normal. Il faut quand même ça n'a jamais été dit. Attention, non, quand vous avancez, seul, et qu'on voit seul à seul, un peu partout, il y a quand même ce qu'on appelle malaise social. Même vous qui êtes là, vous n'êtes pas heureux. Heureux, c'est lorsque tout le monde participe. C'est lorsque, voilà, qu'il soit l'ANC, la DMK, que tout chacun, met sa main. Maintenant, si les choses sont faites de sorte qu'on puisse éloigner certaines personnes et aller avec, unir ses accros pour une élection régionale, etc., pour encore 5 ou 6 ans, je pense que il y aura toujours un malaise social. Nous, on va faire du Togo un pays de contestations électorales, de crises successives. Il faut vraiment donner quand même s'ouvrir. Il ne faut pas enlever son chapeau plutôt que de vouloir donc le porter pour dire bon, je suis toujours. Il ne faut pas enlever son chapeau et faire avancer les choses, c'est possible. Alors, Germain, quand nous suivons un peu ce qui se passe avec la position de la DMK, le CAR qui ne participe pas à ces discussions-là, l'ANC qui avait quitté les discussions entre-temps, est-ce que les opposants togolais ne sont pas en train, certains partis de l'opposition ne sont pas en train de commettre les mêmes erreurs que par le passé? Non, je ne pense pas qu'ils commettent les mêmes erreurs. Je crois qu'ils ont compris
Et, par exemple, la C14, au moment où elle était unie, et quand elle a boycotté les législatives de décembre 2018, elle a compris que c'était une grave erreur sur le moment où elle était allée à cette élection-là. Et après avoir boycotté les législatives, ils sont allés au local d'avril 2021, ce qui est une contradiction que les gens ont du mal à comprendre. Et après, ils sont allés à la présidentielle. Donc, c'est pour dire que le boycott, ils se sont rendus compte que quand vous n'allez pas, le monde avance. Et donc, aujourd'hui, le retour de l'ANC au cadre national de concertation est un signe pour dire que ce parti n'a pas envie de boycotter la régionale. Maintenant, vous avez une dynamique comme la DMK qui en réalité ne pèse pas du tout, mais qui a pu réaliser le miracle d'être deuxième à la présidentielle de 2020 parce qu'il y a eu un archevêque qui a démoli l'opposition et qui a porté le candidat Guillaume Kodjo. Donc vous verrez qu'aujourd'hui, après l'événement du 19 août et l'aventure de la C14, après l'interruption, enfin l'irruption, j'allais dire, de Monseigneur Kodjo dans les débats politiques, l'opposition est détruite. Il y a une opposition à l'Assemblée nationale qui n'est pas aujourd'hui, qui ne pèse pas beaucoup, mais qui essaie quand même de jouer son rôle. Et ce qu'on connaissait comme opposants traditionnels n'y sont pas. Aujourd'hui, ils regrettent. Et je ne pense pas qu'ils vont commettre la même erreur parce que quand vous n'allez pas, le monde évolue sans vous. Mais en même temps, il faut aussi saluer l'initiative du gouvernement de mettre en place ce cadre national de concertation. Parce que le gouvernement aurait pu aller organiser cette élection qui est prévue par les lois, mais veut l'organiser en concert avec tout le monde. Donc le gouvernement a pris sur lui d'inviter tous les partis qui ont participé à l'une des 3 dernières élections. Et maintenant la DMK est invitée, mais elle n'est pas venue. Pourquoi? La première raison qu'elle donnait, c'est que avec les problèmes aujourd'hui, la vie chère et tout ça, les régionales, c'est pas important. C'était le premier argument. Mais comme les gens ne suivent pas, ils disent, bon, maintenant, il faut liquider le contentieux de la présidentielle, qui est une réélection qui est totalement derrière tous les Togolais. Personne ne pense plus à cette élection. Il n'y a que la DMK qui s'approche à cette élection, sachant bien qu'il n'y a pas une possibilité de revenir parce que tout a été tranché par la Cour constitutionnelle et cette DMK a soumis une requête, j'allais dire, à la Cour constitutionnelle qui a tranché et qui a montré que les allégations de dénonciation de fraude ne sont pas soutenues par des preuves. Nulle part la DMK a apporté les preuves qu'il y avait réellement donc, des fraudes sur le terrain. Donc une fois que vous-même vous saisissez la justice qui tranche en premier et dernier ressort, parce que ce que la Cour constitutionnelle décide, il n'y a plus notre juridiction pour traiter de cela. Donc vous devez comprendre que vous avez usé les voies légales qui existent et que c'est fini pour cette élection. Maintenant, on comprend que les gens ont envie d'exister politiquement parce que tous ces partis qui sont dans la DMK n'étaient pas du tout représentatifs. Et vous verrez que lors des locales, ils n'ont pas fait de bons scores. Le parti qui est le plus important dans l'opposition, qui est l'ANC, et qui est allé aussi pour la première fois seul à une élection, ce parti-là a remporté plus de sièges locaux que tous les autres partis de l'opposition. On se dit que c'est l'un des partis les plus représentatifs de l'opposition. Mais aujourd'hui, il faut être honnête pour dire que toute l'opposition togolaise est affaiblie. Vous parlez du CAR, depuis le décès de Maître Abouibo, ces lieutenants ne se retrouvent plus du tout, donc ils ne savent plus par où reprendre les choses, et donc il faut chercher des arguments pour boycotter tout ce qu'il y a. Et ce n'est pas la première fois, le CAR avait boycotté la présidentielle, on se rappelle, donc ce n'est pas la première fois, mais les choses se compliquent beaucoup plus. Avec la disparition du bélier noir, c'est un parti qui est totalement perdu. Je pense aussi
et surtout qu'on assiste à une recomposition de la scène politique. Et nous avons la vieille garde de l'opposition qui n'a pas été capable d'apporter l'alternance au pays, qui est en train de perdre du terrain. Le seul survivant aujourd'hui, c'est un certain Jean-Pierre Fabre qui essaie de faire ses preuves à la mairie, qui essaie de bien diriger pour espérer accroître sa popularité. Il fait des efforts. Parfois, il est critiqué, mais je pense qu'il reste droit dans ses votes et il essaie d'avancer. Donc, cette opposition aujourd'hui se cherche. Les partis traditionnels vont mourir, vont disparaître. Et ceux qui ont une petite représentativité nationale pourront tenir, mais au même moment, il ne faut pas négliger l'émergence des partis comme le PDP et le NET directement. Tout à l'heure, mon confrère a semblé... Il y a de jeunes partis qui viennent. A semblé les banaliser. Mais aujourd'hui, le NET... Mais ils sont beaucoup plus présents sur le terrain, c'est vrai. Le NET, voilà, c'est un parti avec lequel on compose forcément aujourd'hui, qui est présent dans le débat, qui est présent sur le terrain et qui a un président assez jeune. Et je pense que beaucoup de jeunes commencent à se retrouver un peu dans ce tome politique-là, mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y a un parti UNIR aussi qui est beaucoup plus présent sur tous les territoires et qui prépare déjà ces régionales avec des sensibilisations, avec des actions de proximité sur le terrain. Et je pense que l'opposition ne devrait pas dormir sur ses lauriers parce que ces élections, même si elles sont reportées, elles auront lieu parce qu'elles sont prévues dans le cadre de la décentralisation. Eh bien, Germain, nous allons rapidement terminer avec votre une. Togo Réveil qui est dans les kiosques depuis vendredi, auprès de 250 francs. Germain, vous avez mis à la une Fornia Singbe, charme les investisseurs. Le Togo est le pays où il est plus facile de faire des affaires. Venez explorer les opportunités. Oui, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, aucun pays ne peut prétendre se développer s'il n'y a pas des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Maintenant, les locaux, on n'a pas trop besoin de les séduire, on ne peut qu'améliorer le climat des affaires. C'est là où le Togo a fait de gros efforts, dont on reconnaît sur le plan mondial. Maintenant, il faut aller chercher les investisseurs étrangers. Et ce qui fait que déjà le gouvernement, pour une première fois, a dédié un portefeuille ministériel en charge de la promotion des investissements. Et c'est Fornia Singbe lui-même aujourd'hui qui va au devant pour adresser ce message aux investisseurs, pour leur décrire toutes les facilités qu'il peut y avoir ou qu'il y a au Togo pour pouvoir venir s'exercer. On comprend que, et exercer ses activités, on comprend que après la plateforme industrielle d'Etikopé, après la naissance de ce fleuron industriel-là, avec beaucoup d'ambition, qui voudrait créer des emplois pour les jeunes et tout ça, donc il faut appeler les investisseurs à venir profiter donc de toutes ces installations-là, de toutes ces facilités. Et on en a vraiment besoin économiquement. Et c'est ce que le chef de l'État s'attelle personnellement à faire. Et donc nous avons cité une partie de ce qu'il dit, du message qu'il lance à l'endroit des investisseurs. Eh bien, c'est un mot par rapport à cet article. Moi, je pense que oui, c'est bien, il a fait un bon article. Je pense que pour corroborer, c'est que il faut offrir de meilleurs cahiers de charges aux investisseurs qui veulent venir au Togo. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'appeler les gens de venir, il faut leur offrir de meilleures conditions, des conditions fiscales, etc., pour les inciter à venir. Parce qu'il y a trop de chemins au Togo. Alors, quand l'investisseur étranger s'installe, alors quelle est l'obligation d'embaucher les Togolais? Ils vont trouver du boulot. Donc, c'est le cahier de charge qu'il faut offrir. C'est ça qui attire les investisseurs. Il y a des pays, même des pays qu'on appelle les paradis fiscaux qu'ils offrent aux entreprises du monde qui viennent s'installer, emploient donc leurs citoyens et ne paient pas de taxes. Mais en échange, alors tout le monde travaille. Ouais, déjà, même si on exporte, tant mieux. Donc on a besoin maintenant. L'essentiel, c'est que les Togolais travaillent maintenant, voilà. Que les investisseurs viennent avec de meilleurs cahiers de charges. Voyez-vous, c'est l'important.
Eh bien, merci à vous, Cloutier, d'avoir participé à cette émission. C'est mon plaisir. Bon retour à vous, Germain. Merci à vous également d'avoir participé à cette émission. Chers téléspectateurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne un rendez-vous jeudi à partir de 10h, mais vous suivrez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à partir de 20h.